19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Retour sur la ferme condamnation par l'Algérie de la décision des autorités d'occupation israélienne de reconnaître la région du Somaliland. Le Premier ministre algérien Seferi préside l'ouverture des travaux du séminaire national sur la sécurité juridique et son impact sur le développement économique au CIC. Génocide sioniste à Raza, le bilan des victimes s'alourdit une fois de plus et atteint les 71 262 martyrs et 171 219 blessés. En France, Emmanuel Macron promulgue la loi spéciale destinée à reconduire temporairement le budget 2025. Les débats parlementaires doivent reprendre en janvier pour doter l'État français d'un budget pour 2026. Et puis nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, J-1 avant la rencontre qui opposera l'Algérie au Burkina Faso. Les Verts bien décidés à remporter le match et à composter leurs billets pour le prochain tour. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec cette condamnation par le ministère algérien des Affaires étrangères de la reconnaissance illégale du Somaliland par l'entité sioniste, une reconnaissance considérée comme étant une démarche illégale qui constitue une atteinte grave à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. L'Algérie condamne avec la plus grande fermeté la décision des autorités d'occupation israéliennes de reconnaître la région du Somaliland, une démarche illégale qui constitue une atteinte grave à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Elle représente également une menace directe pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. L'Algérie affirme que cette mesure inacceptable et condamnable constitue une violation flagrante des principes consacrés par la Charte des Nations Unies, ainsi que des principes fondateur de l'ordre continental africain, en particulier le principe de l'intangibilité des frontières nationales consacré par l'Organisation de l'Unité africaine et réaffirmé par l'Union africaine comme fondement essentiel de la paix et de la stabilité sur le continent. Dans ce contexte, l'Algérie réitère son soutien plein et constant à la République fédérale de Somalie face à cette menace directe et aux graves répercussions qu'elle implique sur sa sécurité et sa stabilité, ainsi que sur celle de toute la région de la Corne de l'Afrique. À Mogadiscio, les citoyens somaliens ont exprimé ce samedi leur inquiétude et refus catégorique après la reconnaissance officielle du Somaliland comme État indépendant par l'entité sioniste. Je vous propose justement d'écouter ces quelques témoignages. J'ai appris que le Somaliland a été reconnu par Israël, même s'il n'a pas obtenu la pleine reconnaissance internationale. Il est regrettable qu'aujourd'hui le peuple et les territoires somaliens aient besoin de la reconnaissance des Juifs. La reconnaissance du Somaliland est une grande blessure pour nous et nous ne l'acceptons pas et ne l'accepterons jamais. La Somalie s'appartient à elle-même, le Somaliland n'existe pas. Cela signifie que le conflit au Moyen-Orient s'étend désormais à la Somalie et à la Corne de l'Afrique et c'est quelque chose que nous ne pouvons tolérer. Il s'agit d'une mesure importante et lourde de conséquences qui influence tout à bien des égards. Et pour parler de cette reconnaissance du Somaliland par l'entité sioniste, nous avons avec nous au téléphone M. Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Qassimi, l'entité sioniste tente une nouvelle fois de déstabiliser le continent africain par des manœuvres insidieuses, touchant cette fois-ci à une zone sensible. Quels sont, selon vous, les objectifs de l'entité sioniste et pourquoi est-ce qu'elle cherche à frapper la souveraineté territoriale d'un pays pivot dans la région comme la Somalie? D'abord, il faudrait préciser que la Somalie est un ensemble géographique ethno-culturel et politique uni bien avant les empires coloniaux, bien avant le partage de la Somalie suite à au protectorat qui a été imposé au Somaliland. Et il faut bien préciser que la Somalie a retrouvé son unité, son intégrité territoriale et une union entre la Somalie et le Somaliland.
Et bien sûr, l'unité a été rétablie malgré un protectorat qui a divisé ce territoire, qui a duré presque un siècle. Donc maintenant, nous assistons à des événements qui sont préoccupants. D'ailleurs, le communiqué du ministère des Affaires étrangères à ce sujet est assez éloquent, assez clair et précis. Une condamnation sans précédent de cette reconnaissance qui constitue de l'entité sioniste du Somaliland, qui n'est pas d'ailleurs, qui n'a jamais été un État souverain. Il faut reconnaître qu'aucun pays membre des Nations Unies à ce jour n'a reconnu le Somaliland. C'est un micro-État qui s'est constitué et qui a déclaré de manière indépendante, unilatérale son indépendance suite aux événements du printemps arabe en 1991. Donc le processus de morcellement et de division de la Somalie est ancien, il n'est pas nouveau. Et bien sûr, il y a une véritable volonté de vouloir constituer un autre protectorat sioniste au sein de la Corne de l'Afrique, pour passer d'un protectorat anglais qui a duré presque un siècle vers un protectorat sioniste au niveau de la Corne de l'Afrique. Et les objectifs sont multiples, sont importants, et ils menacent toute la sécurité de toute la Corne de l'Afrique, de l'Est de l'Afrique, des pays comme l'Éthiopie, le Djibouti, l'Érythrée, la Somalie. Et là, il y a derrière ces manœuvres qui sont insidieuses et qui sont perfides, il y a des manœuvres, bien sûr, criminelles. Et vous devez savoir que les Émirats arabes unis, c'est eux qui ont ouvert la voie, qui ont commencé à investir et à occuper un peu le Somaliland avec de très forts investissements qui peuvent au niveau d'abord de la Corne de l'Afrique, d'un montant d'à peu près de 40 milliards de dollars. Et vous devez savoir que c'est une zone où se situe le golfe d'Aden, bien sûr la mer Rouge, le canal de Suez, et c'est tout un corridor commercial, transport de marchandises, produits énergétiques, et qui transite par ce canal et qui permet de relier l'océan Indien à la Méditerranée et aussi de relier l'Asie à l'Europe. Donc vous voyez à peu près le décor est planté, les enjeux c'est très importants, sont très forts. Il y a une volonté de vouloir faire du Somaliland un protectorat sioniste avec bien sûr la force de frappe subversive des Émirats arabes unis qui se sont implantés depuis longtemps au niveau du Somaliland, qui sont en train d'investir au niveau du port de Merci, monsieur Hassan Kassemi. Nous avons un petit problème de liaison avec vous. Merci en tout cas pour l'analyse que vous venez de nous faire. Dans l'actualité également, mesdames et messieurs, ouverture ce samedi en présence du Premier ministre Sifi Riyeb des travaux du séminaire national sur la sécurité juridique et son impact sur le développement économique au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, organisé sous le haut patronage du président de la République, monsieur Abdelmajid Tebboune. Ce séminaire débattra de la sécurité juridique en tant que concept dans ses volets liés au cadre législatif et à l'application pratique et des mécanismes de renforcement de la sécurisation du processus de gestion eu égard à leur impact direct sur l'amélioration du climat des affaires et la dynamisation du développement économique. Cette rencontre concrétise la vision du président de la République et l'intérêt particulier qu'il porte aux opérateurs économiques. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cet important événement et de participer aux travaux de ce forum consacré à la question de la sécurité juridique et de son impact sur le développement économique. Ce forum se tient sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui accorde une grande importance à ce sujet. Comme il l'a souligné à plusieurs reprises, cela reflète également sa vision éclairée
l'intérêt et la volonté de l'Algérie de mettre en place un environnement juridique sûr et stable, favorisant à la fois l'investissement, l'initiative et l'innovation, contribuant ainsi à la transformation de l'économie nationale et au renforcement de la position de l'Algérie comme un pilier stratégique en Afrique et un centre économique prometteur et sécurisé sur le plan juridique. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, l'Algérie organise ce forum liant sécurité juridique et développement économique a pour objectif de favoriser un débat constructif pour impulser des réformes concrètes. Ce n'est pas un hasard si l'Algérie organise aujourd'hui cet important événement dont le thème a été choisi cette année avec une grande audace et objectivité, en mettant en parallèle deux dimensions essentielles, la sécurité juridique d'une part et le développement économique d'autre part. Ce forum revêt une grande importance, notamment par son approche pratique et concrète, en établissant un lien réel entre les exigences de la sécurité juridique et leurs effets directs sur le redressement économique productif. C'est dans cet esprit que cette rencontre vise avec détermination à ouvrir des dialogues et des débats constructifs entre les spécialistes et les parties concernées afin de dissiper les inquiétudes, identifier les obstacles et aboutir à des recommandations cohérentes et harmonisées au service de l'objectif national, à savoir engager des réformes concrètes et bien étudiées sur le terrain. Intéressons-nous à présent à cet entretien inédit accordé à la télévision algérienne par Agour Mhenni, fils de Farhat Mhenni, leader du mouvement terroriste MAC. Un témoignage rare et courageux avec lequel Agour Mhenni a choisi de rompre publiquement avec les positions politiques et les déclarations de son père, un message fort qu'il adresse à la jeunesse kabyle et à l'ensemble des Algériens. Aujourd'hui, je franchis des pas sans besoin, on va dire, en étant personnel. C'est un peu un moyen pour moi de laver mon honneur par rapport à tout ce qui se passe, de laver l'honneur de ma famille, qui est aussi en dehors de tout ça. Et aussi, c'est un moyen pour moi de contribuer à l'unité nationale de mon pays. Agour Mhenni qui affirme que sa mère lui a raconté le passé honorable de sa grand-mère et le rôle héroïque qu'elle a joué durant la guerre de libération. Ma mère m'a beaucoup parlé de l'histoire de son père. Il m'a parlé du rôle que même mes grands-mères ont joué pendant la guerre de la libération. Mais mes grands-mères elles-mêmes, en fait, si m'ont parlé, mais j'étais tellement jeune que j'en ai des vagues souvenirs. Mais ma mère m'en a rappelé beaucoup en le grandissant. Pour moi, c'est des héros. Surtout que, après tout ce que j'ai entendu, ils ont eu un rôle très actif pendant la guerre d'Algérie, et mes grands-mères aussi. Agour Mhenni qui assure également qu'avec ses frères et sœurs, avoir toujours subi l'influence des idées de leur père, on l'écoute. Mon père, il a ses idées. Mon père, c'est mon père. Mais je suis pas dans sa tête, et je suis pas dans... Il n'est pas dans la mienne, donc il a ses idées et moi j'ai les miennes. Bah, tout au long de ma vie, j'ai subi ces idées, j'ai subi ces décisions qui ont toujours eu des impacts sur ma vie, sur mes frères, sur mes sœurs. Voilà. Et aujourd'hui, je sens que moi aussi j'ai besoin de prendre l'indépendance de mes idées. J'ai besoin de l'exprimer. Et j'ai besoin de ne pas être associé à tout ce que mon père prend comme décision. Le fils du chef du mouvement terroriste MAC affirme entretenir d'excellentes relations avec ses proches partout en Algérie. Pour moi, on a toujours été des frères. Quand on dit on va au bled, on ne dit pas on va au bled, je vais là-bas et toi tu vas là-bas. Non, on va au bled. Et je me suis retrouvé en Algérie, je me suis retrouvé en Kabylie avec des amis à moi qui venaient d'Oran, de Tlemcen, de Marnia, de Razaouet, et ils venaient chez moi en Algérie, là-bas, en Kabylie. Et on n'a jamais fait de différence. C'était vraiment au niveau de la politique que j'ai vu ça. Chez moi, en grandissant, je ne l'ai pas connu. C'est pour ça, grâce à Dieu, que je suis resté loin de tout ça.
Voilà donc concernant cet entretien exclusif inédit accordé à la télévision algérienne par Agour Mahani, fils de Farhat Mahani, leader du mouvement terroriste MAC. Dans un tout autre dossier, sachez que Sofiane Cheib, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, a procédé ce samedi à l'ouverture de la première édition des camps d'hiver, un programme destiné à la diaspora, aux étudiants qui vise à mettre en valeur les atouts culturels, touristiques mais aussi économiques du pays. On l'écoute. Les camps d'hiver regroupent 52 participants venus de différentes régions du monde, illustrant de manière concrète l'intérêt que l'État algérien accorde à la composante estudiantine de ses citoyens établis à l'étranger, ainsi qu'à la jeune génération de notre communauté de façon générale. À l'occasion de la première édition des camps d'hiver, un programme d'une durée d'une semaine complète a été élaboré. Il comprend une série d'activités à dimension identitaire, culturelle, scientifique, touristique et même économique. L'objectif de ce programme est de permettre aux participants de mieux connaître le patrimoine de leur pays d'origine, de découvrir les différents atouts culturels, touristiques, économiques et scientifiques de l'Algérie. Ce programme vise également à offrir et à créer un espace de mise en réseau entre les étudiants de notre diaspora à l'étranger, favorisant l'échange d'expériences et de savoir-faire entre eux. Je suis très honorée d'être ici. Donc on a été invité par le ministère des Affaires étrangères. Je trouve que c'est très important de venir ici pour renouer avec nos racines et puis on découvre plein de choses. On a visité le musée des Moudjahidines juste avant, on a vu des témoignages. C'est vraiment hyper enrichissant et puis être rassemblés tous ensemble. En fait, on est de partout, des Algériens, vous savez, d'Europe, même des États-Unis. Donc c'est hyper intéressant qu'on soit tous rassemblés ici. Et puis je suis très heureuse d'être là. Élection législative en Côte d'Ivoire, un peu plus de 2 mois après l'élection présidentielle. Les Ivoiriens sont appelés à élire les 255 députés de l'Assemblée nationale. Le scrutin législatif est organisé ce samedi 27 décembre après un scrutin présidentiel marqué par les divisions et les multiples candidatures indépendantes. 2740 candidats sont en lice, dont près de 800 indépendants. L'actualité de ce samedi marquée également par l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Raza qui se poursuit et qui a fait à ce jour 71 226 martyrs et 171 219 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Selon un dernier bilan des autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 29 martyrs ainsi que 8 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Raza au cours des dernières 24 heures. Et l'armée d'occupation sioniste a intensifié ses violations du cessez-le-feu en bombardant plusieurs zones de Raza, ciblant notamment les quartiers est de la ville ainsi que les camps de Marazi et de Nusayrat. En Syrie, cette fois-ci, des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées ce samedi dans la mosquée de la ville Homs, où un attentat à la bombe survenu la veille a fait 8 morts et 18 blessés. La foule s'est réunie près de la mosquée Imam Ali ibn Abi Talib, située à Wadi al-Dahab, avant de former des convois pour accompagner les victimes à leur dernière demeure. Au Liban, un casque bleu de la force intérimaire des Nations Unies au Liban a été blessé vendredi par des tirs sionistes, a annoncé la force onusienne. Il s'agit du dernier incident signalé par les casques bleus dans le sud du pays qui travaille avec l'armée libanaise à l'appui d'une trêve en vigueur depuis 1 an. Et puis je vous le disais en titre, le budget en France, le budget 2026 temporairement reconduit par une loi spéciale qui permet de pallier à l'absence d'un budget en bonne et due forme. Cet outil législatif déjà utilisé l'an dernier après la censure du gouvernement de Michel Barnier permet de financer provisoirement l'État en 2026 avant la reprise en janvier des débats au Parlement autour de la loi de finances. Maria Choulier pour les détails. Donc nous allons pouvoir mettre l'ensemble du texte. C'est une solution provisoire mais indispensable. En l'absence de budget voté pour 2026, faute d'accord parlementaire dans les délais,
Le gouvernement a eu recours à ce mécanisme constitutionnel exceptionnel, la loi spéciale, visant à reconduire temporairement le budget de 2025. Après plusieurs tentatives d'adoption, cette loi a finalement été officiellement promulguée et publiée au journal officiel. Déjà utilisé l'an dernier après la censure du gouvernement Barnier, cet outil législatif permet de financer provisoirement l'État en 2026, avant la reprise des débats en janvier. Il s'agit d'un texte permettant à l'État de continuer à fonctionner normalement, salaire des fonctionnaires, retraite, prestations sociales ou encore fonctionnement des services publics. Cette mesure exceptionnelle a été utilisée après que députés et sénateurs de la commission mixte paritaire ont échoué à s'entendre pour faire l'adopter. Et ce afin d'éviter toute paralysie administrative au 1er janvier. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi spéciale. Cette loi spéciale reste toutefois temporaire. L'exécutif devra rapidement présenter un projet de loi de finances pour 2026 qui sera débattu et amendé par le Parlement dans les prochaines semaines. En attendant, le pays avance avec un budget reconduit dans un contexte économique et politique toujours sous surveillance. Reste désormais une question, quand le Parlement parviendra-t-il à s'accorder sur un véritable budget pour 2026 ? Et sport football, l'équipe d'Algérie affrontera son homologue du Burkina Faso demain dimanche à 18h30 avec l'ambition d'enchaîner et de valider son billet pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 à l'occasion de la 2e journée du groupe E. Après une entame idéale matérialisée par un succès net et maîtrisé face au Soudan 3-0 mercredi, on écoute le sélectionneur national à ce propos. Le premier match est toujours une occasion de corriger les erreurs pour le second match. Nous avons rencontré des difficultés lors de la première rencontre. Il y a des aspects positifs et l'essentiel est que nous avons remporté la victoire lors du match contre le Soudan. Nous avons commencé la compétition de la bonne manière. C'est toujours agréable de commencer avec une victoire. En plus, je pense avec la manière, donc on se sent bien. C'était important pour nous de commencer comme ça. Beaucoup de bonnes choses dans ce match, des choses aussi bien sûr à corriger. Donc c'est ce qu'on a fait avec le staff et on est prêt pour demain maintenant. On n'avait pas gagné depuis 2019. C'était notre dernière victoire dans une CAN. Après on regarde pas trop dans le passé. On essaie plutôt d'être ambitieux, de regarder l'avenir. De pas trop se ressasser un peu le passé. Il faut être une équipe qui regarde vers l'avant. J'ai plus envie de parler du passé. Ça y est, je pense qu'il y a de nouveaux joueurs, un nouveau coach qui a été mis en place, une nouvelle dynamique. Donc il faut regarder vers l'avant plutôt, je pense. Les Verts qui affichent leur détermination à confirmer ce bon départ et à se rapprocher d'une qualification pour le prochain tour, une étape qu'ils n'ont plus franchie depuis leur sacre continental en 2019. Mohamed Ali Ben Chaban. Après une entrée en lice réussie face au Soudan, l'Algérie s'apprête à disputer un véritable choc ce dimanche contre le Burkina Faso. Une rencontre très attendue tant pour la qualité des deux équipes que pour la rivalité grandissante entre les deux formations. Les Verts semblent avoir retrouvé une certaine sérénité dans le jeu, mais devront élever leur niveau face à un adversaire plus coriace. Très confiant avec notre première victoire contre le Soudan. Donc on est confiant et on a analysé le jeu du Burkina, on a travaillé pour ce match, donc on est préparé, Inch'Allah. On est très content, ça se passe très bien entre nous et on sait que c'est une victoire, mais ça ne désigne pas la suite de la CAN, donc on va garder la tête sur les épaules et pousser encore plus. Pour les coéquipiers de Rami Ben Sabaini, il s'agira d'un test de maturité dans une compétition où chaque faux pas peut coûter cher. Les préparatifs se déroulent dans de bonnes conditions. C'est toujours plus facile lorsqu'on gagne le premier match. Nous préparons la rencontre du Burkina Faso avec l'objectif d'obtenir un résultat positif. Nous avons un nouveau groupe composé de jeunes joueurs. L'ambiance est excellente, les qualités sont là. Inch'Allah, nous serons prêts pour le prochain match.
Le Burkina Faso, également victorieux lors de son premier match face à la Guinée équatoriale, se présente avec des arguments solides et l'envie de bousculer les plans algériens. Et nous savons que l'Algérie est une équipe joueuse et nous nous adaptons à toutes les équipes, en tout cas dans cette compétition. Nous aurons notre mot à dire. Pour ce match, moi personnellement, c'est un match assez particulier. On est tous motivés. C'est assez spécial de porter les couleurs de ce pays, notre cher patrie qui est le Burkina. Donc nous avons à cœur de pouvoir donner le meilleur de nous durant toute cette rencontre. Ce classique africain promet intensité tactique et spectacle. Au-delà des 3 points, c'est aussi une question de suprématie entre deux formations habituées aux joutes continentales. Voilà, donc le rendez-vous est donné. Algérie-Burkina Faso, c'est demain, dimanche, à partir de 18h30. C'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.